Je remercie tout d'abord Thomas Römer et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à participer à une série de discussions très intéressantes jusqu'ici. Et j'espère que ce que je vais dire va être du même niveau que tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Comme vous voyez, je n'utilise pas encore PowerPoint, je ne suis pas encore tout à fait au point. Mon texte, je crois, a été donné à un participant de langue anglaise. Malheureusement, il y a un certain nombre de coquilles dans ce texte, je m'excuse pour ça aussi. Voilà, je vais parler donc de cette traduction orale. Je vais développer d'abord une brève introduction, puis parler de Richard Simon, de Hermann Gunkel, de l'école scandinave, et puis de personnages dont on nous a déjà parlé, M. Jaillard nous vient d'en parler, Albert Law, The Singer of Tales, puis de deux ouvrages des années 80-90 de Susan Neidich et Patricia Kirkpatrick. Puis arriver à une brève conclusion. Je commence par une brève introduction. Verba volant, scripta manent. Bon, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce proverbe antique est parfois attribué à un certain Caius Titus, un personnage romain, qu'il aurait prononcé devant le Sénat romain. Le dicton est connu dans le monde du commerce et sa signification est assez évidente. Un contrat ou un accord écrit vaut mieux qu'un contrat ou un accord sur parole. Il est moins facile de contester un écrit qu'une parole donnée. Par ailleurs, le dicton a pu avoir une valence tout à fait opposée, selon d'autres spécialistes, pour qui, dans un monde où seule une petite minorité était capable de lire et d'écrire, la parole permettait au message de circuler de bouche à oreille librement, tandis que les écrits restaient le plus souvent fixes et immobiles à se morfondre sur les étagères empoussiérées des bibliothèques. Toute l'ambivalence des théories sur le monde oral est déjà contenue dans ce dicton latin. Faut-il privilégier la permanence, la pérennité et qualité des écrits, ou la liberté, la flexibilité et la mobilité propres à l'oralité? La question méritait d'être posée, je crois, au début de cette intervention. Cette ambiguïté est présente aussi dans les écrits bibliques. Il serait possible de citer plusieurs exemples. Je me contente d'un seul, un verset assez connu du livre de Jérémie. Je propose une traduction. Comment pouvez-vous dire « Nous avons la sagesse, car la loi du Seigneur est à notre disposition ». Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin menteur des juristes. Jérémie 8, 8. Le verset se prête à plusieurs interprétations, mais l'une d'entre elles est cependant assez immédiate. Les scribes, les juristes ont trahi la loi lorsqu'ils l'ont mise par écrit. La loi véritable n'est pas celle qui est écrite, mais bien le droit coutumier, la loi orale, la loi traditionnelle, celle que nos amis britanniques appellent la common law. Il serait possible de suivre les traces de cette opposition, de cette polémique, dans d'autres pages de la Bible. Je me contente de citer les livres de Ruth, chapitre 4, lorsque le récit invoque pour légitimer la procédure qui a conduit au mariage de Ruth, la Moabite, une étrangère, et de Boz, le témoignage Tehuda, ou, comme certains traduisent, la coutume, et non pas un texte écrit, comme c'est par exemple le cas dans les livres d'Esdras et de Néhémie. À Bethléem, les choses ne se passent pas comme à Jérusalem. Le droit en province est basé sur la coutume, tandis qu'à Jérusalem, il faut agir comme cela est écrit, kakatouf. Tout le monde connaît la tradition rabbinique selon laquelle Dieu aurait confié à Moïse non pas une loi, mais deux, la loi écrite, Torah shebiktav, et la loi orale, Torah shebe'al-peh. Certains se souviendront sans doute aussi des Karaïtes, une tendance à l'intérieur du judaïsme antique qui n'admettait que la loi écrite comme source juridique et rejetait donc les traditions orales. L'une ou l'autre remarque dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, manifeste également une certaine réserve vis-à-vis des traditions orales, la tradition des anciens, et une préférence pour une loi écrite. Mon sujet est plutôt de parler des théories récentes à propos de la tradition orale. Je me contenterai toutefois de présenter quelques œuvres plus importantes. Première œuvre, Richard Simon,
1638-1712. Alors, l'un des pionniers de l'exégèse moderne, Richard Simon, a été parmi les premiers à suggérer à plus d'une reprise l'existence d'une tradition orale derrière les textes bibliques. Et voici 3 extraits de son ouvrage bien connu, L'histoire du critique du Vieux Testament, 1678, qui a connu une histoire assez mouvementée d'ailleurs. Non. Je reprends ici. Voici 3 extraits. Alors, dans le premier, il parle d'une tradition orale au sujet des patriarches, mais aussi d'une autre tradition qui a côtoyé la tradition écrite. Avant que la loi eût été écrite, je cite, par Moïse, les anciens patriarches ne conservaient la pureté de la religion que par le moyen de la tradition. Après que la loi a été écrite, les Juifs ont toujours consulté dans leurs difficultés les interprètes de cette loi. Et bien qu'ils aient trop étendu dans la suite des temps leur tradition, on ne doit pas pour cela accuser ces mêmes traditions, mais les hommes qui en étaient les dépositaires. Non. Deuxième passage, il est supposé que des sources écrites aient existé à côté des traditions orales. On peut néanmoins appliquer, je cite de nouveau, appliquer au livre de la Genèse ce que nous venons de rapporter touchant la manière dont nous croyons qu'on enregistrait les actes publics du temps de Moïse déjà. Ces livres contiennent la création du monde, une infinité de faits qui sont arrivés plusieurs siècles avant lui, et il n'est point marqué dans toute la Genèse que Dieu ait dicté à Moïse ce qui est rapporté. Il n'est point aussi dit qu'il l'ait écrit par un esprit de prophétie. Mais toutes ces histoires et généalogies sont rapportées simplement comme si Moïse les avait prises de quelques livres authentiques ou qu'il en eût une tradition constante. Il aurait donc déjà eu des traditions écrites avant Moïse. Un peu plus loin, Richard Simon réitère la même position à propos de la coexistence de sources écrites et orales au temps de Moïse. Moïse a eu sans doute d'autres mémoires, soit qu'ils fussent écrits ou qu'ils eussent été conservés de vive voix jusqu'à lui dans les familles que Dieu avait choisies pour lui être fidèles dans le véritable culte de la religion. Alors, sans entrer dans le détail, il ressort clairement de ces affirmations que Richard Simon suppose l'existence de traditions orales en 2 moments distincts, avant la mise par écrit du Pentateuque, mais aussi après cette mise par écrit. À sa manière, Richard Simon reprend la tradition de la loi écrite et de la loi orale, bien connue dans le judaïsme, tradition que probablement Richard Simon n'ignorait pas. J'arrive au grand personnage, probablement un des plus grands personnages à propos de la tradition orale dans notre tradition exégétique, c'est-à-dire Hermann Gunkel, 1862-1932. Beaucoup a été écrit sur Hermann Gunkel et il n'est sans doute pas utile d'insister longuement sur son rôle décisif dans l'exégèse biblique. Il fut un pionnier en la matière, certes, mais il a eu quelques prédécesseurs moins connus, par exemple Johann Christian Friedrich Tuch, 1806-1867, qui écrit ceci dans son commentaire à la Genèse. La source la plus riche et la plus féconde de la Genèse est de loin la tradition orale, bien sûr. Parler de tradition et de tradition orale était donc dans l'air du temps. Il revenait à Hermann Gunkel de donner à ses intuitions leur forme plus complète et plus systématique. On peut toutefois se demander pourquoi Gunkel a dévolu tant d'intérêt à la tradition orale, en particulier en ce qui concerne les récits de la Genèse. Il ne faut pas oublier, je pense, que Gunkel a vécu au temps de la naissance de l'Allemagne unifiée, des transformations qui ont suivi cette unification, la naissance d'une société urbaine, industrielle et capitaliste. Les campagnes ont commencé à se vider et cela a provoqué comme corollaire le déclin des cultures locales et rurales. En même temps, le courant romantique avait le vent en poupe en Allemagne et chacun se souviendra de son goût pour la culture, les récits, la musique populaire, son retour à la nature, zurück zur Natur. Sa nostalgie pour le monde des bons sauvages à la Jean-Jacques Rousseau, l'exaltation de l'esprit du peuple, du génie du peuple, Volksgeist, Herder, bien entendu. Tous ces éléments sont présents dans l'air du temps d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est à cette époque que les frères Grimm, dont on a déjà parlé,
publient leur recueil de contes et de légendes populaires, les fameux contes de Grimm. Sans vouloir tracer une ligne de filiation directe entre ces tendances et Hermann Gunkel, il faut bien reconnaître plus d'une analogie entre sa recherche et ses traits particuliers du mouvement romantique. Gunkel cherche donc à remonter plus loin que les textes écrits pour retrouver les traits typiques des traditions orales populaires. Le livre de la Genèse en particulier, les récits patriarcaux, se prêtent le mieux à ce type de recherche. Ajoutons que Gunkel est un esprit curieux, innovateur, et qui connaît bien la littérature allemande pour l'avoir étudiée de manière approfondie. Sa sensibilité littéraire est souvent affirmée, comme par exemple dans cet adage « l'exégèse est plus un art qu'une science ». Il traitait d'ailleurs assez souvent ses collègues, de façon pas très gentille, de doctes philistins. Alors, de la recherche de Gunkel sur les traditions orales, il me semble qu'il faut retenir trois choses. Première, tout d'abord, il analyse les traits propres des récits bibliques qui lui font penser à des récits d'origine orale. Bon, ici, il s'appuie surtout sur les lois épiques de Axel Ulrich. Bon, citons entre autres la simplicité d'une intrigue unilinéaire, le fait qu'il n'y ait jamais plus de deux personnages actifs sur une scène, l'importance des dialogues, l'absence de description, qu'elle soit physique ou psychologique, parce que l'action prévaut sur l'introspection. Les traits de caractère apparaissent dans le comportement, mais ne sont pas décrits comme tels. Deuxième élément, en second lieu, Hermann Gunkel insiste, et cela mérite d'être répété, sur les différences entre les récits de la Genèse et les œuvres historiques, les œuvres des historiens. Son but est surtout de libérer la recherche sur la Genèse des questions sur l'historicité des récits bibliques. Pour Gunkel, les récits de la Genèse n'appartiennent pas au genre historique, en particulier parce qu'ils s'occupent d'affaires privées et non publiques, parce que c'est oral et non écrit. En outre, leur but n'est pas d'informer, mais de plaire, d'édifier, d'émouvoir. Enfin, en troisième lieu, Gunkel développe une méthode de recherche qui marquera l'exégèse des récits bibliques pour quelques générations. Je pense surtout au genre littéraire, Gattung. Il n'est certainement pas le premier à affirmer que la signification des textes dépend manifestement de son genre littéraire. La signification d'une légende n'est pas la même que celle d'une chronique historique. Trois caractéristiques d'un genre littéraire sont les suivantes. D'abord, un genre littéraire peut être identifié si on le retrouve une même série de formules, en d'autres termes une phraséologie semblable, sinon identique. Deuxième élément, un genre littéraire a aussi un même Sitz im Leben, comme on dit en allemand, c'est-à-dire un même contexte vital, institutionnel ou familial, officiel ou privé. Cette notion de Sitz im Leben a fait florès pendant plusieurs décennies dans l'exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un terme peut-être ambigu qui s'est prêté à plusieurs interprétations. Quelques mots simples, Gunkel estime que la plupart des textes de la Bible sont nés et ont été transmis de génération en génération dans des milieux bien précis. Les récits patriarcaux, par exemple, proviennent des traditions familiales des clans nomades ou semi-nomades. Le but de nombreux récits est étiologique, ce qui veut dire qu'ils expliquent l'origine d'un nom, d'un clan, d'un lieu-dit, d'un sanctuaire ou d'un rite particulier. D'autres textes, comme les psaumes, proviennent de cérémonies du culte. La notion sera utilisée à plus ou moins bon escient par la plupart des exégètes. Nous verrons que cette notion a été remise en question récemment. Dernier élément, Gunkel ajoute une troisième caractéristique bien difficile à définir, mais qui est typique du romantisme. Un genre littéraire se distingue par une atmosphère propre, en allemand Stimmung. Atmosphère, ça veut dire beaucoup de choses, mais il fallait sans doute la sensibilité littéraire d'un Gunkel pour pouvoir faire appel à un tel critère qui se réfère surtout au monde culturel d'où proviennent les traditions. Le problème principal posé par la méthode de Gunkel est simple. Il étudie des textes écrits et ne peut parler de tradition orale que par déduction. Comme l'ont noté plusieurs spécialistes, la notion de tradition orale disparaîtra presque complètement de la recherche pour cette simple raison. Nous savons peu de choses de ces traditions dans l'Antiquité et nous avons peu de moyens de pouvoir vérifier l'exactitude de nos hypothèses dans ce domaine. Je voudrais parler aussi brièvement alors des conséquences de cette méthode sur les recherches historiques.
Alors, en 2 mots, là, je vais être bref ici, on a utilisé la méthode de Gunkel contre son dessin pour essayer de retracer l'histoire à partir des écrits jusqu'aux événements, aux personnages les plus anciens. Bon. Puisque dans la recherche, on avait dit que les premiers écrits au temps de Wellhausen dataient de David, de Salomon, puis maintenant on a encore abaissé cette date. Alors comment remonter de l'époque de David jusqu'au patriarche? Eh bien grâce à la tradition orale. Gunkel avait pourtant bien dit que ces traditions orales sont très différentes des traditions historiques. Bon. Alors, il y a plusieurs personnages qui l'ont suivi dans ce sens-là. Je cite simplement un dernier personnage qui a utilisé cette méthode pour essayer de retracer un chemin vers les patriarches, c'est John Bright. Il s'est appuyé sur les traditions orales d'Amérique du Nord du XVIIIe et XIXe siècle pour tenter de prouver que les traditions sur le passé du peuple d'Israël pouvaient avoir préservé la mémoire d'événements très anciens. Alors, cet argument se trouve dans un bref ouvrage où il critique son collègue allemand Martin Noth, qui a pourtant fait la même chose, qui avait un point de vue différent sur les récits de la Genèse. Alors, Martin Noth répondit que le problème n'est pas de savoir comment utiliser les preuves externes, mais de savoir s'il y en a. J'arrive maintenant à l'école scandinave, qui est peut-être un peu moins connue. Bon, Henrik Samuel Nyberg, Ivan Egnell, Edward Nielsen, Mowinckel. Gunkel lui-même doit beaucoup aux recherches des spécialistes scandinaves sur les mentalités et les cultures populaires. Il est redevable, entre autres, à l'anthropologue danois Wilhelm Grönbeck. J'espère prononcer convenablement ces mots de langue scandinave, un pionnier dans l'étude comparative des sociétés primitives qui insiste sur la nécessité de connaître la psychologie des peuples pour pouvoir mieux les comprendre. Voilà. L'intérêt de la Scandinavie pour les traditions populaires est également bien connu. Il suffira, je pense, de citer le nom de Hans Christian Andersen et de ses contes. Il faudrait citer également le folkloriste finlandais Antti Amatus Arne, de nouveau, j'espère prononcer convenablement, dont l'œuvre a été prolongée par son collègue des États-Unis, Steve Thompson, dans une œuvre monumentale en 4 volumes sur le folklore et les motifs du folklore. Le même Steve Thompson a écrit de nombreux ouvrages sur les légendes populaires, les folk tales des États-Unis, entre autres des Amérindiens. Donc pas étonnant que plusieurs exégètes scandinaves aient cherché dans les textes bibliques les traces de la culture populaire et des traditions orales. Alors, dans le monde des études bibliques, Henrik Samuel Nyberg et Harris Birkeland, par exemple, insistent avec Sigmund Mowinckel sur l'origine et la transmission orale de nombreux passages des livres prophétiques de la Bible. Et Nyberg et Birkeland vont même jusqu'à affirmer que les collections d'oracles sont également d'origine prophétique. Bon. Alors, cette dernière opinion n'est plus guère partagée aujourd'hui. Autre représentant de l'école scandinave, surtout de l'école de Uppsala, c'est Ivan Egnell. Il considère lui aussi que le Pentateuque est une œuvre dont il faut chercher l'origine dans les compositions orales. Il n'est pas possible de reconstruire ce processus dans tous les détails, toutefois, mais il attribue à la culture orale une série de caractéristiques des textes bibliques, comme la présence de doublets, de variantes, certains schémas récurrents de structure poétique et l'usage de termes parallèles dans la syntaxe. Il constate aussi que les récits obéissent aux lois épiques d'Axel Ulrich, que Gunkel avait déjà utilisées. Alors, Ivan Egnell n'a pu terminer son œuvre en raison d'une mort prématurée. Il avait toutefois cherché à montrer que les traditions narratives de l'Ancien Testament sont formées de 2 grands blocs, 2 grands complexes, transmis dans 2 milieux différents. Le premier est constitué des 4 premiers livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Le second comprend le Deutéronome et s'étend jusqu'au second livre des Rois. Bon, il y en a d'autres qui ont défendu les mêmes idées, vous avez tout de suite compris. Bon, ces traditions ont été transmises oralement jusqu'à l'époque exilique, c'est là que Engels se distingue des autres, et mises par écrit dans des cercles de scribes sacerdotaux dans le premier cas, et par des scribes proches de l'école deutéronomiste, balaïque, proche de la cour royale, dans le second cas. Nous trouvons des idées, semblables, entre autres, chez Erhard Blum. Encore citer une idée importante de Ivan Egnell, parce qu'elle est l'objet de vives discussions aujourd'hui. Le but de sa méthode est d'isoler de petites unités à l'intérieur de larges complexes.
Ce sont ces petites unités qui seraient à l'origine des ensembles narratifs que nous connaissons. C'est le cas, par exemple, d'Exode 1 à 15. Bon, l'histoire de la sortie d'Égypte, l'esclavage et la sortie d'Égypte, les plaies d'Égypte, qui auraient attiré par la suite les traditions sur le séjour dans le désert et celles sur la théophanie du Sinaï. Les idées de Ivan Egnell et de ses collègues ont connu une diffusion relativement limitée en raison de la langue. Il a écrit, lui, en suédois, d'autres ont écrit en norvégien, en danois, parfois en finlandais. Et certaines œuvres ont été écrites en allemand ou traduites en anglais, mais très peu en fait. Par ailleurs, les recherches anthropologiques et ethnographiques actuelles dans le domaine de la tradition orale n'ont pas toujours confirmé les intuitions de l'école de Uppsala. Je dirais mon cinquième point, Albert Bates Lord, dont M. Jaillard nous a déjà parlé, en 1912-1991. Bon, il n'est pas possible de parler de tradition orale sans citer Albert Bates Lord et son célèbre ouvrage Singer of Tales, avec Milman Parry. Bon, Milman Parry et Albert Lord sont deux noms associés à la fois aux études homériques et à des recherches sur les traditions orales dans le monde slave. Albert Lord était lui-même professeur de littérature slave et de littérature comparée à l'université de Harvard. Reprenant les travaux de ses prédécesseurs, il a développé une théorie de la tradition orale qui a eu un très grand impact sur les études homériques, comme on l'a vu, et aussi sur les études bibliques. Le point de départ est empirique. Bon, Milman Parry et Lord ont fait plusieurs séjours, pendant 25 ans en fait, dans ce qui s'appelait alors la Yougoslavie, c'est-à-dire en Serbie, en Bosnie, également un peu en Bulgarie, pour enregistrer une série de chants récités dans des circonstances particulières, comme les fêtes locales ou les mariages, par des conteurs qui avaient une caractéristique commune, c'est d'être illettrés. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils chantaient de mémoire, en s'accompagnant d'un petit instrument à une corde. Ils étaient capables de réciter des chants parfois très longs, on pouvait dire durer plus d'une heure, mais ils ne savaient ni lire ni écrire. Les enregistrements eurent lieu entre les deux guerres mondiales et peu après la Deuxième Guerre, donc jusque dans les années 50. Les résultats sont décrits par Lord dans son ouvrage « Singer of Tales », qu'on pourrait traduire le troubadour dans le sud, le trouvère dans le nord, ou le conteur de légendes, cantastorie en italien. Ces enregistrements ont permis de constater plusieurs choses intéressantes. En premier lieu, les poèmes récités sont basés sur la répétition de formules qui peuvent aller jusqu'à composer près de 90% des poèmes. Les conteurs les plus doués sont ceux qui sont capables d'enregistrer, qui connaissent le plus grand nombre de ces formules. Ils n'apprennent pas les chants, ils apprennent des formules. Les formules elles-mêmes sont assemblées selon des thèmes récurrents. Les spécialistes d'Homère parlent à ce propos de scènes typiques. Les envois en mission, les scènes de combat, les expéditions de secours, les enlèvements, les retours du champ de bataille, les banquets, les mariages, suivent la plupart du temps des schémas analogues. Au troisième élément, les poèmes les plus longs sont faits de séquences, basées sur ces thèmes et liés pour la plupart à un même héros, une même série d'événements. Donc, une série de thèmes en séquence. Bon. Conclusions les plus importantes de ces travaux sont elles aussi au nombre de 3. Il est inutile de chercher l'auteur de ces ballades ou de ces récits épiques. Ils sont traditionnels, ils se transmettent de père en fils ou d'un conteur à l'autre, d'une génération à l'autre. Bon. Il n'y a pas d'auteur. L'auteur est celui qui récite. Bon. De même, il est inutile de chercher un original. Chaque interprétation, performance en anglais, performance, bon, est un nouvel original. Les conteurs n'apprennent jamais par cœur. Ils ne mémorisent pas les poèmes. Ils connaissent les formules, les thèmes, les enchaînements de thèmes, et ils s'adaptent chaque fois au public et aux circonstances, comme par exemple au temps à leur disposition, comme les orateurs ici, ou à la réaction du public qui est plus ou moins intéressé. Alors, il ne peut y avoir 2 récits complètement identiques. Chaque interprétation est unique. Bon. Ceci remet en question certaines théories qui voulaient que les traditions orales aient été transmises fidèlement de génération en génération, presque à l'identique. Bon. Alors, cette théorie était longuement en vogue, en particulier dans les études sur le Nouveau Testament, parce qu'elle permettait de remonter en deçà des écrits du Nouveau Testament jusqu'à la prédication orale de Jésus de Nazareth.
Cette théorie se révèle donc fragile, selon Lord et ceux qui l'ont suivi. La théorie a été contestée sur 2 points, comme 2 faiblesses. C'est que Lord a dit que cette tradition orale continue jusqu'au moment où arrive l'écrit. À partir de ce moment-là, elle cesse. Et on a dit, dans l'Antiquité, ce n'est pas comme ça. Bon. Et deuxième chose, on a mis en relief le rôle de Homère. Bon, certains ont critiqué en disant, mais c'est vrai qu'on peut expliquer peut-être un certain nombre de choses à partir des enregistrements qui ont été faits en Yougoslavie, jusqu'au moment où est arrivé l'écrit, et puis il faut ajouter la radio et la télévision. C'est peut-être ça qui a tué la tradition orale plus que l'écrit comme tel. Bon. Et puis, c'est qu'il a peut-être négligé le travail de mise par écrit, ce qui est probablement un travail de mise par écrit. Alors ici, évidemment, on parle de Homère, et c'est quand même intéressant de voir que quand une œuvre devient très populaire, qu'elle devient célèbre, il y a un nom qui apparaît. Monsieur le maire a parlé de Ili Milku, un scribe. Madame Ziegler a parlé hier aussi de Tsin Leki Unini à propos de l'épopée de Gilgamesh. On parle de Homère. En Inde, il y a une grande épopée, une des 2 grandes épopées, Ramayana. Elle est attribuée aussi à un seul auteur qui s'appelle Valmiki. Même si ça fait 24 000 vers et qu'on considère que c'est de partir de la 2e à la 6e partie qu'on trouve la partie la plus originale, la plus ancienne. Mais enfin, non. Et donc, il y a une personnalité, peut-être, derrière ces grandes épopées. Il n'est pas toujours facile de savoir exactement quel est son rôle. Je sais que mon ami John Van Seters doit être heureux de m'entendre parler de cette façon, mais je lui répète, et il va devenir probablement furieux, en disant que dans la Bible, malheureusement, ces auteurs restent anonymes. Jusqu'à un auteur, le premier auteur qui signe, c'est l'auteur d'un livre apocryphe d'hétérocanonique, c'est Ben Sirac, à l'époque hellénistique. J'arrive à mon 6e point, je vais terminer. Je vais parler de Patricia Kirkpatrick et Susan Niditch. Je vais terminer rapidement en disant que Patricia Kirkpatrick a écrit en 88 un livre intéressant, très important, sur le folklore dans la Bible, et elle remet en question 2 éléments essentiels de la tradition orale selon Gunkel, c'est-à-dire le Sitzimleben, le contexte vital, et les genres littéraires. Et ces 2 entités sont flexibles. On passe facilement d'un genre littéraire à l'autre dans la tradition orale, et les textes peuvent changer de Sitzimleben, peuvent passer d'un contexte vital à un autre. Et maintenant, Susan Niditch, 96, je résume très brièvement parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Elle insiste sur le fait qu'il y a interaction entre la tradition orale et la tradition écrite. Ce sont 2 vases communicants. Il ne faut pas, l'un n'exclut pas l'autre. Il y a influence mutuelle et donc il n'y a certainement pas exclusion. C'est entre autres une critique d'une des conclusions de Lord. J'arrive alors brièvement à ma conclusion, pour terminer à temps, comme les Aèdes ou les chanteurs de contes. S'il m'est permis de terminer par une image, il me semble que parler de la tradition orale en ce qui concerne les textes anciens, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, la Bible ou Ramayana, revient à parler de la face cachée de la Lune. Tout le monde sait qu'elle existe, tout comme il faut supposer que la tradition orale est la face cachée de bien de nos écrits antiques. Mais cette face reste cachée la plupart du temps, et elle reste aussi hors de notre portée, et il faut des moyens exceptionnels pour pouvoir la rejoindre. Merci beaucoup de votre patience.